Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous recevoir sur votre plateau de Brésil 2014 et nous allons l'occasion d'aborder toute l'actualité de la Coupe du Monde de Brésil 2014. Ainsi, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mayacine Mar, directeur technique national sénégalais. Bonsoir M. Mayacine. Oui, bonsoir mon ami, mon frère. Et c'est un plaisir pour moi d'être là pour la première fois à Mourchid TV pour les besoins de la Coupe du Monde quand même. Ainsi, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Babacar Sadir Diouf, qui est coach et entraîneur au niveau de Guédiawaye Football Club. Babacar, bonsoir. Bonsoir, Pape. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous remercie de cette invitation. Je profite de l'occasion pour souhaiter bon Ramadan à toute la population sénégalaise. Et merci. Alors, pour revivre les grands moments de cette Coupe du Monde des huitièmes de finale, nous allons vous proposer tout d'abord de découvrir les grands moments de ces huitièmes de finale et les résultats. Des promesses aux actes, ça passe pour les Bleus. 4 ans après la déconvenue en Afrique du Sud, la France se qualifie pour les quarts. Victoire 2-0 face au Nigeria. Gros soulagement à Brasilia pour les hommes de Didier Deschamps. Ils ont bataillé longtemps avant que Paul Pogba de la tête ne mette fin aux doutes des Français. En toute fin de match, sous la pression de Griezmann, le capitaine nigérian Joseph Yobo marque contre son camp. La France est en quart de finale pour la 7e fois de son histoire. L'Allemagne et l'Algérie au bout du suspense à Porto Alegre, un match fou, un nombre incroyable d'occasions de chaque côté, des Fennecs qui ont tout donné à l'image de leur gardien, le fantastique Raïs Mboli. Mais cela n'aura pas suffi, la Mannschaft s'impose 2-1 à l'issue des prolongations. But libérateur d'André Schurrle à la 92e, Mesut Özil double la mise à la 120e. Djabou sauve l'honneur à quelques minutes de la fin. L'Allemagne affrontera la France vendredi à Rio. L'Argentine a validé son billet pour les quarts de finale du mondial brésilien, à la faveur d'une victoire en prolongation décrochée face à la Suisse, 1-0. Ángel Di María a endossé la tunique de sauveur à la 118e minute de jeu. Ainsi, l'Argentine fera face à la Belgique en quart de finale. Qualifiés pour la première fois depuis 1986 en quart de finale d'une Coupe du Monde, les Belges n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, même si l'Argentine de Lionel Messi va se dresser sur sa route. Aucune surprise n'a véritablement marqué les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Toutes les affiches jouées en ce premier tour en élimination directe se sont révélées indécisives. À ce petit jeu, les confédérations africaines et CONCAF paient le plus lourd tribut. L'Afrique a perdu ses deux dernières représentants, le Nigeria et l'Algérie. Quant à l'Amérique du Nord et centrale, incarnée désormais par les seuls Costaricains, a vu les États-Unis et le Mexique échouer. Voici les résultats des huitièmes de finale. Brésil-Chili, 1 but partout. Brésil s'impose au tir au but 3-2. Colombie, Uruguay, 2-0. Pays-Bas, Mexique, 2-1. Costa Rica, Grèce, 1 but partout. France, Nigeria, 2-1. Allemagne, Algérie, 2-1. Argentine, Suisse, 1-0. Et enfin, Belgique qui bat les États-Unis par 1-0. Voilà, retour sur ce plateau après donc le résumé, le round-up des matchs de huitième de finale. Nous allons vous proposer des analyses par rapport à ces huitièmes de finale. Monsieur Mayacine, quel enseignement tirez-vous de ces huitièmes de finale? Mais écoutez, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est l'arrivée presque de toutes ces équipes qui étaient classées premières de leur poule et qui se retrouvent effectivement donc pour les quarts de finale. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile, en tout cas pour la plupart d'entre elles, et pour tout le monde d'ailleurs. Je crois qu'à part la France, peut-être qui a pu s'en sortir sans aller aux prolongations, mais en tout cas nous avons eu à aller sur 5 prolongations. Ça veut dire seulement, donc ça a été effectivement des matchs extrêmement difficiles et âprement disputés. Ce qu'il faut relever peut-être encore, c'est que nos deux pays africains, en tout cas, qui étaient
en lice. Malheureusement, donc, ont été éliminés, mais vraiment avec ce qu'on appelle donc l'arme à la main. Surtout l'Égypte, l'Algérie, qui a fait un excellent match face à l'Allemagne. Mais ce qu'il faut remarquer également dans ces huitièmes de finale, c'est qu'il y a eu en tout cas beaucoup de buts, beaucoup de buts. Et ensuite, ça c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est des gardiens tout à fait exceptionnels. Je pense que pour la plupart des matchs que nous avons regardés, ce sont les gardiens qui ont soit peut-être retardé l'échéance, ou soit en tout cas ont contribué largement à la performance de l'équipe. Je crois que ce sont les deux petites choses qu'il faudra peut-être voir dans ces huitièmes de finale-là, pour dire simplement donc qu'on va vers des quarts de finale explosifs. À l'issue de ces huitièmes de finale, on a su aussi noter que les têtes de poule, les leaders se retrouvent enfin. Quelle appréciation faites-vous par rapport, c'est au niveau de jeu ou bien la grandeur de ces équipes qui s'imposent? Oui, mais je pense que pour toutes ces équipes qui sont arrivées à la Coupe du Monde, je crois qu'il faut leur donner ce satisfecit, qui leur donne en tout cas une certaine performance, en tout cas pendant les éliminatoires. Et c'est vrai qu'il y a toujours un premier tamis qui se fait après le premier tour. En phase de poule, naturellement, les équipes se cherchent au premier match, mais au deuxième, n'est-ce pas, il y a des certitudes pour les entraîneurs, il y a des certitudes également pour les joueurs. Et effectivement, donc à la suite, après donc les phases de poule. À l'issue de ces huitièmes de finale, on a su aussi noter que les têtes de poule, les leaders se retrouvent enfin. Quelle appréciation faites-vous par rapport, c'est au niveau de jeu ou bien la grandeur de ces équipes qui s'imposent? Oui, mais je pense que pour toutes ces équipes qui sont arrivées à la Coupe du Monde, je crois qu'il faut leur donner ce satisfecit, qui leur donne en tout cas une certaine performance, en tout cas pendant les éliminatoires. Et c'est vrai qu'il y a toujours un premier tamis qui se fait après le premier tour. En phase de poule, naturellement, les équipes se cherchent au premier match, mais au deuxième, n'est-ce pas, il y a des certitudes pour les entraîneurs, il y a des certitudes également pour les joueurs. Et effectivement, donc à la suite, après donc les phases de poule, naturellement, une huitième de finale, on a beaucoup plus de certitudes, n'est-ce pas, par rapport aux joueurs, par rapport au jeu. Et c'est vrai que ce qui est arrivé, c'est qu'en réalité, cette Coupe du Monde, en tout cas, est une Coupe du Monde très prolifique. C'est-à-dire, ces équipes, en tout cas, n'ont pas fermé le jeu. Au contraire, ça a été un jeu très ouvert, parce qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à 150 buts marqués sur 50 et quelques matchs, contrairement à 2012 où on était à 140 effectivement pour toute la Coupe du Monde. La moyenne tourne autour de 275 buts par match. Ça veut dire simplement que donc c'est une Coupe du Monde effectivement qui était très ouverte. Et les équipes qui se sont rencontrées, je ne vais pas dire qu'elles se tiennent de près, mais naturellement, elles ne sont pas loin les unes des autres. La preuve d'ailleurs, je pense que toutes ces équipes où on a donné une robe de favoris, n'est-ce pas, ne le sont pas encore, ou du moins, en tout cas, commencent à leur échapper des mains. Je crois que vous en doutez pas que déjà l'Espagne est partie au premier tour, l'Angleterre est partie au premier tour, la Côte d'Ivoire est partie, etc., etc. Ça veut dire simplement donc qu'il y a une rebelote qui est faite. Et je crois qu'au sortir de cette Coupe du Monde-là, ce sera une autre carte de football, effectivement, qui sera donnée. Parce qu'en réalité, ces équipes que l'on suppose être favorites, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Allemagne et autres, aujourd'hui, il faut attendre peut-être la fin des quarts de finale pour vraiment être persuadé que véritablement ils sont les favoris. C'est pourquoi j'ai moins un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a favori, en fait, en réalité? Parce qu'en tout cas, c'est par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, bien sûr. On ne parle pas de statistiques, on ne parle pas aujourd'hui il a gagné la Coupe du Monde 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais on part, ce qu'on appelle, de ce qu'on voit au moment précis sur le terrain pendant la Coupe du Monde. Et sur ça, j'avoue très sincèrement que ni le Brésil, ni l'Allemagne, ni l'Argentine, en tout cas, par rapport aux autres équipes supposées peut-être pas favorites, comme Costa Rica, comme Colombie, comme Belgique, en tout cas, comme la France peut-être, en tout cas, nous ne sommes pas à mesure de pouvoir effectivement, véritablement, donner un pronostic valable pour ces quarts de finale.
Oui, ça sera très dur pour les grandes équipes qui se retrouvent au niveau donc, de ces tournois décisifs de quart de finale. Babacar, on note aussi la passivité des buteurs lors de ces huitièmes de finale. On peut citer Neymar qui a déjà marqué 4 buts, Lionel Messi qui a encore marqué 4 buts. Et ces huitièmes de finale, il y a l'absence totale de ces buteurs comme Thomas Müller et Karim Benzema. Qu'est-ce qui fait que ces attaquants n'ont pas pu marquer début lors de ces huitièmes de finale? Donc ils ont essayé de marquer, donc ils ont trouvé devant eux des gardiens de but présents dans la ligne, ensuite des défenses qui s'étaient prêts à se battre pour ne pas prendre de but. On voit le cas de Müller contre l'Algérie. Donc le gardien de but a joué une très grande rôle sur la partie. Donc ça a été très important, décisif pour ces équipes de passer le second tour. Pour Neymar, c'est un match de derby entre Brésil et Chili, donc c'est normal que ça soit dur. Il a tenté, il n'a pas marqué. Messi, donc sur l'Argentine, ils ont un problème. Parce qu'on a tendance à voir Lionel Messi et Angel Di Maria qui essayent au niveau de l'arc pour marquer des buts. Mais on ne voit pas l'autre Gonzalo Higuaín, donc il est un peu passif. Ils ont perdu Kun Agüero, donc Tevez n'est pas là. Lavezzi, il est percutant. Il est percutant, il arrive à chercher des espaces, mais il ne se trouve pas. Il y a un problème de cohésion au niveau de l'Argentine. Donc Messi, il va essayer de trouver des assists à lui-même, mais hier, il a explosé. Il a joué avec ses partenaires pour marquer. C'est le même cas qu'Angel Di Maria, s'il arrive à se donner à lui-même, à ses partenaires, donc ils vont trouver des espaces pour marquer. Et pour les buteurs pour la Hollande, Robben et Van Persie, qui ont déjà à leur compteur 3 buts chacun. Oui, c'est normal, la Hollande c'est comme ça. C'est une équipe où on trouve divers buteurs. Donc il y a Robben, il y a Van Persie, donc ce sont des très grands footballeurs. Donc à chaque moment, donc, ils ont des temps forts. Donc comme Van Persie sur le but, il y a Huntelaar qui est venu encore, qui s'est augmenté. Donc, ce n'est pas encore fermé pour Van Persie et Robben. Donc, pour les huitièmes de finale, j'espère bien qu'ils vont s'illustrer. Ils vont essayer donc de marquer ou bien de se réveiller, d'être plus actifs pour ces quarts de finale. Monsieur Mayacine, pouvez-vous nous revenir un peu sur la participation de l'Afrique? Au dernier moment, on avait 2 représentants, c'est-à-dire l'Algérie et le Nigeria. Et au bout du compte, rien n'a encore fait. Qu'est-ce qui explique donc l'absence pour les quarts de finale? Non, mais je pense qu'on cherchait une performance, parce qu'on a toujours eu des équipes arrivées en huitième de finale, en quart de finale du MES. Je pense que ce qu'on cherchait, c'est peut-être dépasser les quarts de finale et arriver en demi-finale. Ce qu'on n'a pas pu réussir encore malheureusement cette fois-ci. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'était pas loin. C'est vrai que le comportement des équipes africaines pose problème. C'est vrai par rapport effectivement à l'élimination prématurée, n'est-ce pas, Ghana, Côte d'Ivoire et Cameroun. C'est vrai que le football africain est encore décrié, hein, surtout sur sa facette, n'est-ce pas, d'organisation, hein, les questions de primes, les questions, n'est-ce pas, liées effectivement à tous ces facteurs qui ont une importance dans la performance d'une équipe fondamentalement et qui doivent être réglés avant la compétition, mais malheureusement qui ressurgissent en tout cas dans la compétition et qui effectivement contribuent effectivement à freiner et à peut-être à hypothéquer nos chances de qualification dans ces grandes compétitions-là, malheureusement. Mais je pense qu'en valeur intrinsèque, hein, en termes de footballeurs, je crois qu'on n'est pas très loin en tout cas de ces footballeurs-là, hein, parce que naturellement, ils composent avec ces gens-là dans les compétitions européennes, naturellement. Mais il y a effectivement que nos équipes africaines aujourd'hui, peut-être, le seul handicap, en tout cas de mon point de vue, et qui me paraît fondamental, c'est qu'en fait, c'est l'existence peut-être d'un joueur, peut-être talentueux, capable de porter le jeu et de pouvoir peut-être souvent décider, en tout cas, de la performance de l'équipe. Je crois qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir un collectif tout à fait huilé, n'est-ce pas, ou tel que par exemple la Colombie, tel que le Chili, tel que le Mexique, tel que peut-être Costa Rica, n'est-ce pas, vous avez peut-être une équipe, n'est-ce pas, qui ne fonde pas son jeu naturellement sur un jeu collectif, mais qui s'appuie peut-être sur 2 stars ou 1 star, qui permet en tout cas, à tout point de vue, à tout moment, de pouvoir en tout cas jaillir la lumière. C'est le cas de Robben, par exemple, c'est le cas également aussi de l'Argentine avec Messi, c'est le cas peut-être du Portugal également avec Ronaldinho, c'est le cas également du Brésil avec Neymar, ce que peut-être en Afrique nous n'avons pas malheureusement en ces jours-là. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie que nous avons vu jouer face à l'Allemagne,
S'il y avait un joueur capable effectivement de porter le jeu à tout moment et de pouvoir effectivement amener la lumière, je crois que peut-être aujourd'hui on parlerait d'une équipe africaine en quart de finale, en demi-finale. Mais en quart de finale, mais malheureusement, en demi-finale, mais malheureusement, on n'a pas dépassé les quarts de finale, qui était en tout cas pour nous jusqu'à aujourd'hui une barrière, parce que le Sénégal a été quart de finaliste. Hein, je crois que c'est déjà une bonne chose. On cherchait également à la demi-finale, le Ghana l'a été également aussi. Et malheureusement, on ne dépasse même pas la barre des huitièmes de finale. Donc pour nous, Africains, en tout cas, c'est une chute de la performance fondamentalement. Même si en termes de qualité de jeu, on peut en parler quand même. Ce n'est pas aussi mauvais qu'on le pense, parce que quand même, on a eu deux visages, hein, il faut le dire. Je crois que les premiers matchs des équipes africaines, fondamentalement, tout le monde était déçu. Mais à partir du deuxième match de poule, troisième match, vraiment, on a vu des équipes africaines vraiment revenir. Hein, Allemagne-Ghana, un match vraiment époustouflant, où les Ghanéens ont montré vraiment qu'effectivement qu'il y avait du ballon. Hein. L'Égypte, l'Algérie également contre l'Allemagne, même chose. Hein. Le Ghana, le Cameroun, toutes ces équipes, en fait, en tout cas, malheureusement, sont passées à côté. Mais je pense que c'est un débat de fond. C'est un débat de fond. Je pense qu'il faut continuer à discuter, il faut continuer à chercher et avoir fondamentalement ce qui nous permet effectivement de nous hisser au niveau de ces équipes-là dans les compétitions mondiales. Mais au-delà même de l'aspect technique, quelles sont les conditions, c'est-à-dire les conditions préconisez-vous pour que le football africain ait de l'avant? Parce qu'on a vu donc des problèmes lors de ces mondiales, des problèmes de primes, des problèmes donc de leaders dans les équipes. On pensait que le Cameroun, pour le cas donc du Cameroun, Eto'o à lui seul pour régler le problème. Du côté de Côte d'Ivoire, on voit Drogba. Et qu'est-ce qui est réellement et psychologiquement les conditions qu'il faut pour que donc ces équipes africaines parviennent donc à se hisser au niveau des demi-finales? Bon, c'est pas des problèmes, parce que c'est un tout, le football c'est un tout. Hein. Je pense que, comme j'ai dit, pour être une bonne équipe, il faut d'abord avoir de bons joueurs. C'est important, des joueurs talentueux. Et ensuite, comme je l'ai dit également aussi, il faut dans cette équipe-là également aussi que vous pouvez déceler 1 à 2 joueurs effectivement qui sont complètement au-dessus du lot. C'est-à-dire des joueurs capables effectivement à tout moment de jaillir et pouvoir de faire le but. C'est important. Maintenant, en dehors de la texture de l'équipe, il faut un encadrement de qualité. Ce qui, de mon point de vue, existe déjà. Ce n'est pas le problème. Et ensuite, maintenant, il faut régler toutes ces questions qui peuvent impacter négativement sur la performance de l'équipe. Je crois qu'on l'a dit. Oui. Hein, on l'a dit. Je pense que malheureusement, en Afrique, on traîne encore beaucoup de tard. Et je pense que peut-être qu'on arrivera un jour à les gommer. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à parler. Je pense que peut-être que c'est l'Africain qui est peut-être comme ça. Moi, je ne sais pas. Et c'est malheureux, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne comprend pas que dans une équipe comme le Cameroun, n'est-ce pas, en dehors même des questions de primes, qu'on voit des comportements sur le terrain de joueurs qui n'ont absolument rien à voir avec le sport, par exemple. Hein, je crois que le comportement de Song est révélateur, n'est-ce pas? Hein, quand on parle également aussi de la Côte d'Ivoire, où il y a un problème d'ego entre effectivement Yaya et Drogba sur des questions de brassard, etc., etc. Quand on voit également dans le jeu pour le Ghana, ou une possibilité de pouvoir donner le ballon à un autre qui puisse le marquer, que vous cherchez à marquer seul. Donc c'est des problèmes tout à fait minimes, enfin pas minimes, mais c'est des problèmes véritablement qui sont malheureux. Et ça veut dire que donc ils peuvent être gommés, parce que tout ce qu'on a dit là, ça peut être gommé. Ça peut être gommé, ça veut dire que donc il faut toucher du doigt ces problèmes-là, il faut les fustiger, il faut les poser et ensuite il faut les enlever. Je pense que c'est ça qu'il faut. Mais en termes de talent, en termes de compétences techniques, mais l'Africain est doué. Il est doué. Aujourd'hui, on n'est pas loin des Brésiliens en termes de compétences techniques. Hein, les Africains. Hein, je pense que donc, parce qu'ils partagent les mêmes championnats. Les mêmes championnats européens. Et partout où le football se joue de mieux. Maintenant, du point de vue de l'organisation, quelqu'un m'a interpellé hier pour me dire, mais on parle de la mise, il faut un manager. Ce n'est pas une question de mise en place de manager ou de coordinateur ou bien d'internationaux ou d'anciens footballeurs. C'est une question d'organisation. Je crois que
il n'y a pas aujourd'hui en Afrique une sélection qui n'a pas un règlement intérieur. Il n'y en a pas. Il existe le règlement intérieur. Nous, au Sénégal, nous avons un règlement intérieur. Le Cameroun a un règlement intérieur, c'est-à-dire qui trace les droits et les devoirs de chaque joueur. Quelles sont vos obligations et quels sont vos droits? Il sera une ligne de conduite. Tout est listé, il y a une ligne de conduite. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au prime, vous jouez un match amical, vous le gagnez, vous le perdez, voilà la prime que vous avez. Vous jouez un match de qualification en Coupe d'Afrique, voilà ce que vous avez si vous gagnez. Voilà ce que vous avez si vous perdez, si vous faites nul, voilà extra. Hein? Voilà la prime de qualification si vous vous qualifiez en Coupe du Monde. Tout est écrit. Tout est écrit. Maintenant, c'est les manquements qui s'opposent souvent. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier également aussi quand même, l'argent est le nœud de la guerre. Ouais. Je crois que le gros problème, ce n'est pas au niveau du règlement, mais c'est au niveau du manquement de la réalisation même de ces droits et de ces devoirs. Quand on dit, par exemple, qu'il faut payer la prime avant de partir, 15 jours ou 2 mois avant de partir, je pense que si c'est écrit, il faut le faire avant. Il ne faut pas attendre donc 1 mois ni 2 jours. Parce que si vous devez le faire 2 mois avant de partir, et que vous attendez maintenant 1 semaine avant de partir, mais ceux qui doivent le recevoir vont le poser. Voilà ce qui amène les problèmes. Ce n'est pas le cas en Europe ou ailleurs, où véritablement tout ce qui est dit a été fait de manière suivant les dates prescrites, et il n'y a pas de souci. Il y a des équipes où le problème ne se pose pas. En tout cas, moi, au Nigeria, en tout cas, on n'a pas entendu. Sauf au dernier moment. Il y a une sélection qui a... En Algérie, on n'en a pas entendu. On n'a pas entendu de parler de problème de prime. On n'a pas eu un problème d'état d'esprit de l'équipe, n'est-ce pas? On a vu une équipe vraiment avec un bon état d'esprit, jouer, vraiment. On a senti une équipe, n'est-ce pas, comme un seul homme se lever, effectivement, pour gagner. On l'a vu. Ça veut dire que ce n'est pas difficile. Dans les autres équipes où il existe, c'est soit un manquement de l'État, un manquement de la fédération ou un manquement des joueurs. Et ce manquement-là est dû généralement à la disponibilité de l'argent aussi, qui est également aussi réel, il faut le dire. Parce que souvent également l'argent n'est pas disponible pour le faire. Parce que de l'argent qui doit être donné aux joueurs, l'argent de la FIFA, si ce n'est pas disponible au niveau de l'État, ça peut grincer. Mais je me dis encore une fois que ce n'est pas normal. Parce que quand même, une qualification, elle a eu lieu au moins 4 mois ou 6 mois ou 5 mois avant. Toutes les dispositions doivent être prises en termes de réglementation financière pour qu'effectivement qu'on n'ait pas à souffrir de ce genre-là. Je pense que nos équipes africaines doivent aller à la compétition en réglant toutes les questions liées, n'est-ce pas, aux finances et autres, effectivement, avant d'y arriver. Je crois que ça, c'est fondamental. Un bilan positif, Babacar? Oui, parce que c'est un manque de professionnalisme à notre niveau. Donc vous voyez, comme il a cité, les Algériens n'ont pas ce problème-là. Et j'ai entendu même les œuvres de Bosniaque ont donné leur prime à des œuvres sociales. Et les œuvres gagnent bien leur vie en Europe. Même s'ils doivent réclamer des primes, ils doivent réclamer bien avant leur prime, avant la compétition. Mais donc ils sont là à s'amailler pour des questions de primes, c'est pas tout normal. Ce sont des professionnels. Le football doit se développer en Afrique. Et l'organisation, donc au niveau national, ça doit se faire. Les choses doivent être mises sur table. Carte sur table, tout le monde sait qu'à telle date, on reçoit notre argent, à telle date, on le fait, à telle date, on le fait. Mais sur les compétitions africaines, c'est la même chose. Mais au niveau de la Cameroun, en 2002, on n'a pas connu ce problème, nous, au Sénégal. On n'a jamais connu de problème de prime, nous, au Sénégal. Au Sénégal, il y en a pas. On n'a jamais eu, en 2002, pour la première fois qu'on y allait, n'est-ce pas? Je pense que à la Coupe d'Afrique 2002 au Mali, comme également aussi en 2002 au Corée-Japon, on n'a jamais parlé de problème de prime, de problème d'argent. Au contraire, il y avait des petits problèmes entre les joueurs, ce qui, de mon point de vue, peut exister. Parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui ne peuvent pas plomber, en tout cas, les résultats de l'équipe, n'est-ce pas? Et c'est parce que simplement, effectivement, comme je dis, il y a eu un document, n'est-ce pas, pour lequel chacun des joueurs a signé et paraphé et accepté effectivement ce qui doit être fait. Votre ligne de conduite, vos droits, vos devoirs, effectivement, par rapport à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Ce que vous devez avoir, vous l'aurez. Et effectivement, comme on le faisait, à chaque fois qu'on joue, il gagne. Avant de dormir, chacun dormait avec sa prime. Donc ça, c'est clair. Je crois que c'est l'adage. Chaque compétition, c'est comme ça. C'est ça qui a marqué. Antoine Bell avait raison de dire ça, que les Camerounais ne sont pas des professionnels. Oui, ça c'est clair. Bon, ce sont des leçons à tirer lors de ces mondiales pour donc, les équipes africaines. Mais néanmoins, on nous dit que l'Afrique s'est trouvée avec 2 équipes au 2e tour. Est-ce que cela peut amener une possibilité pour
qu'on ait donc plus de représentants dans les Jeux prochains? Non, on a 2 sur 5. L'Amérique a eu 6 sur 12, je crois. Aujourd'hui, je crois que il faut beaucoup plus travailler sur le comment, n'est-ce pas, arriver à jouer une demi-finale et pourquoi pas une finale, pour le moment. Et on songe à ça. Une finale, c'est loin. Et ne pas penser peut-être à augmenter le nombre d'équipes qualifiées pour l'Afrique. Je crois que 5, de mon point de vue, c'est bon. Je pense qu'il faut peut-être continuer à travailler, à régler toutes ces questions dont on parle, qui ne sont pas véritablement de nature à nous permettre, en tout cas, d'arriver à ce que nous voulons. Ça, c'est clair. Bon, on va essayer de tourner la page juste pour aller vers la programmation de ces quarts de finale. La France qui devra affronter avec l'Allemagne depuis 1954, donc c'est le remake. C'est le remake, oui. C'est le remake. La France retrouve l'Allemagne. Donc, ils ont battu la France en 86 et en 82. Donc, c'est aux Français de relever le défi. Et ils ont le potentiel avec des joueurs, avec un collectif très huilé. Mais attention aux Allemands. Les Allemands, ils ont un jeu direct, fusé dans l'axe et rapide. Donc, automatiquement, ils exploitent les occasions qu'ils ont. Donc, c'est aux Français de contrecarrer cela. J'espère bien que les Français seront présents pour ce match. Le Brésil contre la Colombie? Indécis. En fait, sur ce que le Brésil nous a montré, son dernier match, et sur ce que la Colombie nous a montré également sur le deux matchs, aujourd'hui, difficile en tout cas de pronostiquer. Parce que moi, je ne m'en tiens pas au passé du Brésil, ce qu'ils ont gagné, etc. Mais sur ce qu'ils sont en train de montrer. Mais par contre, ils ont un élément, Neymar, très sincèrement, qui a des possibilités énormes. Énormes, ce garçon quand même, qui est capable à tout moment, effectivement, de faire le break. Je crois que ça aussi, c'est important pour une équipe, n'est-ce pas? Mais en termes de prestations et de compétences qu'ils ont montré dans la Coupe du Monde, effectivement, la Colombie peut titiller le Brésil. Ils ont un bon collectif. Peut titiller le Brésil. Mais, encore une fois, il y a quand même l'expérience, il y a également cet engouement, il y a cette envie, n'est-ce pas? Et naturellement, donc, on peut peut-être donner une chance sur 2 au Brésil. Mais encore une fois, il ne faut pas écarter la possibilité que la Colombie également puisse passer. Bien sûr, en tant que pays organisateur aussi. Il y a aussi l'Argentine et la Belgique. L'Argentine et la Belgique sera très difficile. Mais j'espère bien que les Argentins vont montrer une autre facette. Parce qu'ils ont le collectif. Ils ont des joueurs comme Lionel Messi, Angel Di Maria, et Higuaín qu'on n'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu. Donc, ils ont un très bon milieu récupérateur, Mascherano. Mais ils devaient revoir aussi sur leurs aspects défensifs, l'Argentine. Peut-être qu'ils ont joué avec des petites équipes. Mais avec des grandes équipes, ils peuvent avoir des problèmes. Parce que souvent, l'Argentine, c'est hier, ils n'ont pas pris de but. Mais sur les occasions que les Suisses ont eues, parce qu'il y avait eu un contre 1, seul face au gardien de but, le joueur a loupé sa loupe. Donc, il pourrait y marquer. Avec ces matchs de quart de finale, les Belgiques comme Hazard, Lukaku, donc ils font de très bonnes performances. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a un collectif belge qui m'a impressionné. Franchement parlé, je ne croyais pas qu'ils vont passer au niveau des États-Unis, mais ils ont su à relever le défi. La Hollande est... C'est vrai que la Belgique, quand même, on l'avait dit, on le savait effectivement, en arrivant à la Coupe du Monde, effectivement, que c'est une jeune équipe en construction, mais talentueuse. Très, très talentueuse. Ils ont un jeu très collectif, n'est-ce pas, avec une ligne d'attaque capable à tout moment, effectivement, de passer une défense. Je crois que ça, on l'a même vu hier. Je pense que ils auraient dû peut-être ne pas aller en prolongation. Parce que quand même, ils ont à un moment véritablement eu beaucoup d'occasions. Et comme j'ai dit, effectivement, ils avaient en face de très très bons gardiens de but. Je pense qu'ils sont exceptionnels. Autant également, eux aussi, ils en ont eu. Mais je pense que Howard, hier, était vraiment le sauveur des Américains. Donc, attention à la Belgique face à l'Argentine. Attention. Et la Hollande qui est vice-championne, qui doit affronter Costa Rica, qui était donc pas partie favorite au début. Mais ce sera un match très dur. C'est-à-dire que c'est difficile de pronostiquer sur ces quarts de finale-là, très sincèrement. Parce que
c'est lié simplement à ce que nous ont montré sur le terrain. Effectivement. Je pense qu'on parle de ça d'abord. Et après, maintenant, on va parler, oui, quand ils sont rencontrés 2 fois, 3 fois, ils ont été battus 2 fois, tout ça, ça va venir. Oui, parce que cette équipe a gagné la Coupe du Monde, cette équipe a gagné 2 fois, mais en tout cas, si on part, n'est-ce pas, des derniers matchs sur lesquels, en tout cas, nous avons vu le Costa Rica, nous avons vu effectivement la Hollande, mais attention, ça dit, il n'y a pas de favori là-bas. Il n'y a pas de favori. Hein, parce que quand même, c'est un match qui sera ouvert, n'est-ce pas? Le Costa Rica a une manière de jouer, n'est-ce pas? Et qu'il a démontré et qu'il faut jusqu'à présent, qui n'arrête pas. Un bon pressing, une bonne technique, beaucoup de joueurs, n'est-ce pas, qui éliminent. Hein. Alors, la Hollande également aussi, avec d'excellents footballeurs également, hein, avec les De Boer, hein, avec surtout le sauveur, hein, qui véritablement se donne à fond pour sortir souvent la Hollande d'ici. Donc, il y a des possibilités pour qu'une équipe ou l'autre sorte. En tout cas, c'est difficile de pronostiquer. Nous avons des quarts de finale explosifs, mais j'ai peur qu'on ait des surprises. En fait, des surprises, parce que simplement, on parle là de nom de pays, mais pas de surprise en termes de jeu. Dans le jeu. Parce que sur le jeu, Hein? donc, Quand on dit que la Colombie a éliminé le Brésil, c'est une surprise, parce que c'est le nom dont on parle. Mais en termes intrinsèques de valeur de joueur, pays organisateur et en même temps donc pays de voilà, football. voilà, c'est ça. C'est ça que je parle de surprise. Mais sinon, Belgique contre Argentine. Hein? Moi, je ne parle pas de surprise. Hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Et attention, la Belgique est à hauteur de l'Argentine, et même mieux. Hein. En tout cas, sur ce qu'ils ont montré, ils montrent mieux. Hein. Ils ont plus de facilité de jeu. Hein. Quand vous prenez également aussi, comment il s'appelle, la France face à l'Allemagne. Aujourd'hui, la France, quand même, ce qu'elle montre également aussi, mais elle est capable de gagner n'importe quelle équipe. Hein, quand bien même que l'Allemagne également aussi, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué une grande Allemagne, mais on a remarqué également aussi quelques failles. Bien sûr. Il y a des failles aussi quand même, il faut le dire. Hein, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à passer la dernière fois en huitième de finale. Ils ont beaucoup de difficultés. Hein, il a fallu des prolongations vraiment pour face à une équipe algérienne, mais tellement qui était très forte ce jour-là. Donc ça veut dire que donc, face à une équipe française mieux expérimenté, mieux structuré, et également aussi ayant des joueurs comme Pogba, comme Cabaye et autres, hein, je pense que ça peut être un match quand même assez difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut entendre? D'abord, pour les huitièmes de finale, seule la France et la Hollande donc, sont parvenus donc, à scorer avant donc, les séries de prolongation. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? Oui, mais il y avait aussi la Colombie. Qui ont très bien joué contre l'Uruguay. Même si l'Uruguay était un peu déstabilisé, par rapport à ça, ils ont très bien joué avec leur collectif. Mais par rapport à la France et l'Hollande, les Pays-Bas, donc ce sera des matchs très difficiles. Ce ne seront pas des matchs qui vont se jouer simplement sur des matchs que la France, peut-être, ils ont de très bons jeux comme l'Allemagne. Mais donc, ça part égal, parce que les joueurs français et les joueurs allemands, ils jouent sur le même niveau. Dans les championnats européens, par exemple, on parle de Karim Benzema, on parle de Müller. Donc, ils sont pas gars parce que Karim Benzema, il est champion d'Europe. Donc, et ensuite, il montre de très bonnes choses dans ce Coupe du Monde. Il y a Mathieu Balbuena qui est très virevoltant au niveau de l'attaque. J'espère bien que ça va passer pour eux. Mais attention aux Hollandais parce que les Costaricains, ils ont un très grand collectif. Ils ont un très grand moral. Ça me rappelle le Sénégal en 2002. Ça nous rappelle donc le Sénégal en 2002. Et nous sommes au terme de notre émission. Monsieur Mayacine Mar, vos derniers mots? Mais écoute, je pense que ça m'a fait plaisir d'être là à Mourchid TV, parler de foot. Hein, je pense que j'aurai l'occasion de revenir. Et je pense que, comme on le dit, en tout cas, pour les fanats de foot, je pense qu'ils sont tous ravis. Hein, je pense que nous servis même. Bien servis. À travers Sport Week. Tout à fait. Hein, nous assistons véritablement à de très très bons matchs, en tout cas de Coupe du Monde, surtout à partir des huitièmes. Et les quarts seront également très décisifs. Et véritablement, donc, nous souhaitons en tout cas une bonne Coupe du Monde pour tout le monde. Et que véritablement que le meilleur gagne. Voilà. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est le football. C'est-à-dire vos derniers mots? Donc, je vous remercie de cette invitation. Ensuite, je profite de l'occasion de saluer toute la population de Guédiawaye.
Donc, on prépare la finale de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le samedi. Donc, nous allons jouer en tant que notre finale de Coupe du Monde ce week-end contre Djambar. Contre Djambar, ça c'est sûr. C'est bien que ça va porter sens, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Donc, nous aussi, on vous remercie de votre disponibilité, de venir partager donc, et d'analyser ensemble sur la Coupe du Monde. Voilà, amis chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui, votre plateau spécial Brésil 2014. Nous vous donnons rendez-vous sur les quarts de finale sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs. Merci de votre fidélité.